absolument ravi de vous accueillir pour cette nouvelle séance de ce ciné-club de l'univers convergent. Habituellement, c'est Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma, qui vous accueille très chaleureusement, exceptionnellement, car je crois qu'elle n'a jamais raté une seule séance de ce ciné-club depuis sa création il y a environ une dizaine d'années. Exceptionnellement, elle n'est pas présente ce soir parce qu'elle est au Festival du film d'histoire de Pessac, mais elle vous salue chaleureusement et elle salue Sylvie Benzoni, qui est la directrice de l'IHP, ainsi que Quentin Lazarotto, qui est l'animateur de ces séances. Avant de leur laisser la parole, je remercie chaleureusement l'IHP de cette collaboration qui donne lieu toujours à des séances passionnantes avec des films d'un genre différent et des invités d'excellence. Et ainsi, notre perception de la science et du cinéma sont, enrichies, affinées. Et Quentin Lazarotto est le brillant animateur de ce ciné-club. Il est réalisateur et son érudition en sciences et en cinéma ne sont plus à prouver. Les séances sont brillamment animées avec des brillants intervenants que je vais le laisser présenter. Sylvie Benzoni et Quentin, d'abord on vous applaudit. Donc c'est un très grand plaisir, je suis ravie de vous accueillir ce soir au Ciné-Club Univers Convergent qui, comme sans doute vous le savez, avait été brutalement interrompu en mars 2020, comme beaucoup de choses. Et ce soir, c'est une séance exceptionnelle qui est qui est à l'occasion d'un workshop qui se tient ces 2 jours, donc aujourd'hui et demain à l'Institut Henri Poincaré, un workshop précisément sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que ce film mythique se prêtait particulièrement à cette thématique. Et je pense que Quentin, tu vas en dire quelques mots ou tu vas surtout présenter les intervenants. Voilà. Donc je suis vraiment ravie de vous voir ou revoir et je vais passer la parole à Quentin, donc qui est l'animateur du Ciné-Club. Bien, merci Sylvie, on peut t'applaudir. Et merci Alexandre de nous accueillir une nouvelle fois. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui l'a vu? Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de le présenter en détail. En fait, pour information, ce film, on voulait le passer au Ciné-Club l'année 2018, déjà avec Jacques Arnoux comme intervenant d'ailleurs, et il nous a été soufflé quelques semaines avant la diffusion parce que la Warner s'est rendu compte que c'était les 60 ans du film, 68, voilà, c'était les 60 ans du film, et que 50 ans, voilà, 50 ans. Heureusement qu'on a un institut de maths, quand même. Et donc, c'était les 50 ans du film, et donc, ils ont mis finalement un embargo sur le film pour le monde entier, pour qu'il ne sorte que à Cannes, dans une copie restaurée. Donc, on n'a pas pu le passer. Mais on peut le passer maintenant, dans une copie restaurée, nouvelle 4K, numérique, sur un nouveau projecteur du Grand Action. Donc, nous sommes contents. Nous aurons pour discuter de ce film, donc comme je l'ai cité, Jacques Arnoux, qui est expert éthique au CNES. Donc lui, c'est vraiment les questions de philosophie et les questions du lien entre l'humain et l'espace, donc qu'il pourra traiter. Et nous aurons aussi Raja Chatia, qui vient d'arriver, on peut l'applaudir. Et Raja est professeur émérite à Sorbonne Université. J'ai même un anti-sèche, vous voyez, Institut des systèmes intelligents et de robotique. Et il est spécialiste d'intelligence artificielle. Et donc, avec lui, on va faire un petit focus sur le 3e acte du film. Parce que si vous l'avez vu, vous savez que ce film est divisé en 4 actes. C'est un film qui est... Alors, j'avais trouvé une citation super que je vais vous donner d'un certain Michel Simon, que vous connaissez peut-être, qui explique pourquoi on peut voir et revoir ce film. Voilà, un film dont on découvrira avec sidération la force à chaque nouvelle vision, puisque personne n'aura su en détourner l'essence. Un film totalement inépuisable. Et c'est vrai que les grandes thématiques qu'il traite ont été ensuite reprises dans la science-fiction, mais jamais son style et jamais son univers. Donc c'est vraiment un plaisir, toujours un plaisir pour moi de le revoir, et j'espère pour vous aussi. Et ce 3e acte, donc c'est l'acte où on découvre l'ordinateur HAL 9000, qui, du coup, je ne vais pas déflorer ce qu'il fait, mais on pourra en discuter plus en détail avec Raja sur l'intelligence artificielle et où on en est aujourd'hui. Écoutez... Ah oui, et nous avons un 3e intervenant qui a accepté de se rajouter sur le pouce, donc Dominique Moana, qui est physicien et qui est le nouveau directeur adjoint de l'Institut Poincaré.
Voilà, et donc en croisant les doigts, j'espère que vous croiserez tous les doigts pour que la visio fonctionne tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon film, et comme on le dit souvent au Ciné Club, même si c'est un mathématicien, Alan Turing, qui nous a permis d'avoir ces petits outils, on les coupe quand même pendant la projection. Et on se retrouve juste après pour la discussion. On vous remercie, et bon film. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Alors voilà, Stanley Kubrick nous laisse avec le Foetus géant. À nous d'enchaîner. Raja, on peut peut-être commencer par vous. Vous m'avez dit que vous connaissez ce film par cœur. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce film et pourquoi le connaissez-vous à ce point par cœur? Effectivement, il est très particulier. Il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Mais pourquoi est-ce que ce film est véritablement fantastique? Eh bien, d'abord, il parle de l'humanité, de son évolution, de son acquisition de l'intelligence, de la découverte de l'espace, avec des images magnifiques. Il parle de l'intelligence artificielle qui, dans les années 60, était encore à ses débuts. Je vous rappelle que le tout début de l'intelligence artificielle, c'est 1956. Et ce film a commencé à être fabriqué en 1964. La fin est mystérieuse. Je l'ai vu plusieurs fois. Elle reste mystérieuse. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exégèses. Ce qu'on voit quand même, c'est un certain cycle. Donc, je crois que ce film est magnifique parce qu'il parle de l'humanité avec ses mystères. Il parle de l'intelligence, il parle de l'univers. Que des sujets qui sont, pour nous, effectivement, des sujets de curiosité, de passion, qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on essaie de comprendre, de découverte. Et à chaque fois, ce film nous encourage à aller vers cette découverte, à aller plus loin, justement. C'est ça qui est fantastique, parce que je crois qu'il joue lui-même, ce film, le rôle du monolithe. Et finalement, ce que j'ai trouvé aussi d'important dans le film, c'est que c'est de la science-fiction, et c'est en même temps beaucoup de science. Donc, de nouveau, mettons-nous dans l'ambiance 1964-1968, pendant donc la conquête spatiale, avant que l'homme mette le pied sur la Lune. Toutes les techniques, toutes les technologies qui ont été inventées à cette époque-là, on les voit un peu apparaître. Le velcro, par exemple, on les voit un peu apparaître dans le film. Le film est scientifique et réaliste en même temps, avec
une science-fiction fondée véritablement sur la science. Et c'est ça qui est très important. Il n'y a pas de choses tellement farfelues qui finalement est de la bonne science-fiction. C'est ça, hein, c'est quelque chose qui est plausible, mais qui n'existait pas à l'époque, évidemment. Oui, alors moi, j'adhère complètement. Ouais. Ah non, ça me fascine bien sûr. Donc je vais évidemment dans le sens de ce que tu as dit, mais alors donc moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse dans le film, c'est la relation ambivalente entre l'homme et la technique et l'intelligence humaine qui est liée à la technique, puisque si on est d'accord avec l'idée que les objets qui nous entourent et notre capacité à les maîtriser et à maîtriser le monde qui nous entoure à l'aide de ces objets techniques correspond à l'intelligence. Alors dans ce film, l'utilisation de l'os comme outil, et d'ailleurs aussi comme arme, qui est indissociable de l'outil, va correspondre au grand saut de l'homme dans son état animal à son état de civilisation. D'ailleurs, cette chose fascine tellement Kubrick, cette apparition de l'intelligence et la capacité à modifier le monde et à maîtriser la technique, qu'il fait apparaître ce monolithe comme symbole de l'incompréhension qu'il a, lui, à comprendre ce miracle qu'est l'intelligence humaine. Pourquoi l'homme a eu ce destin et pas les singes et pas d'autres espèces. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de... À un moment, l'homme se saisit d'un objet, mais c'est aussi l'objet qui se saisit de l'homme. C'est-à-dire qu'il se saisit de la main en tant que main moderne de l'homme moderne. C'est autant les objets qui influent sur l'homme que l'inverse. Et il y a aussi ça dans ce film, c'est-à-dire en quoi la technique nous façonne et agit sur nous. Et la relation avec l'ordinateur, elle est aussi ambivalente. La relation avec la fusée est ambivalente, parce que la fusée va l'emmener vers son espèce de destin transcendantal qui a vers la fin, sur lequel je ne prononcerai pas. Et l'ordinateur va aider en partie, mais à un moment, va l'empêcher d'atteindre son destin. Donc il y a une émancipation vis-à-vis de cette technique. C'est-à-dire que ce qui est assez ambivalent là, c'est effectivement la technique aide à accomplir son destin, mais en même temps, il doit s'en affranchir pour devenir quoi ? Un fœtus, c'est-à-dire un retour aux origines de l'homme en tant que tel, débarrassé de sa technique. Donc moi, j'ai amené un HAL 9000 avec moi, ici. Bon, vous savez que cet ordinateur ou ce téléphone vaut l'équivalent de dizaines et de centaines de milliers de fois les ordinateurs de l'époque, notamment l'ordinateur qu'il y avait sur Apollo 11. Et la différence entre le film et nous, c'est que nous, on n'est pas capable de l'éteindre. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de très spectaculaire dans le film qui est, on éteint un ordinateur qui est en train de vous tuer, mais par contre, ça pose une question plus actuelle et plus problématique, qui est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'ordinateur qui nous tue pour qu'en fait, on soit possédé par la technique. Je veux dire par là que la civilisation d'aujourd'hui, vous le savez, elle est baignée de technique et on a du mal à s'en passer. Et pour un propos un tout petit peu, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais qu'on nous promet 6 degrés de plus dans quelques années, et parce que justement, on n'est pas capable de s'affranchir de notre technique. Donc moi, c'est ça qui m'interpelle dans ce film, c'est que en réalité, c'est la transcendance humaine dans ce film, qui est le destin final de Borman, qui passe par l'infranchissement de la technique. Bon, c'est plutôt ça qui résonne en moi. Alors évidemment, Kubrick ne se doutait pas de cette question-là, mais je pense qu'il avait déjà en tête l'idée qu'on pourrait être prisonnier de notre technique. C'est que la technique, c'est l'intelligence, c'est les armes aussi, c'est la façon de dominer le monde, de le transformer, mais peut-être aussi de devenir des esclaves de cette technique. Voilà. Donc c'est ce genre de rapport, moi, qui m'intéresse dans le film. Alors Jacques, est-ce que vous nous entendez à peu près bien ? Oui, très bien, Ah. je vous entends excellemment. Eh ben nous, on vous entend très bien aussi. Donc un premier tour d'horizon, quel rapport entretenez-vous avec 2001 Odyssée de l'espace ? Eh bien, bon, d'abord, merci de me laisser quelques minutes la parole. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans la distance. Ça, c'est vive la technique, quelque part. Donc, on va essayer d'en user sans en abuser. Pour moi, ce film, ça vient plus compléter, non pas du tout s'opposer à ce qui vient d'être dit. C'est au fond la mise en film et la mise en scène d'une des plus anciennes questions pour nous, l'être humain, une question qui nous hante donc depuis notre origine comme espèce, c'est la question de l'autre, la question d'autrui. Et
Je veux dire par là que, effectivement, dans le premier chapitre de ce film, donc c'est cette célèbre lutte entre deux groupes d'êtres vivants, et là, c'est quand nos prédécesseurs ont émergé, c'était quel est l'autre qui me ressemble, mais qui vient de la caverne d'en face. Enfin, je caricature, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que l'autre apparaît et il va être un ami ou un ennemi. Dans le film de Kubrick, c'est un ennemi, et comme Dave le rappelait, c'est l'acquisition d'une technique qui permet de prendre le dessus sur l'autre. Et voilà, question d'autrui. Autrui, et on vient évidemment d'évoquer le personnage ou la personne, je sais pas si Pardon, c'est moi. Toujours. Oui, c'est moi qui ai lancé l'enregistrement, pardon. Pardon, voilà, c'est bien. Donc, là, cette fois-ci, l'autre est un autre technologique, et il s'agit aussi de se placer face à cette question, cet autre, est-il un autre moi-même, un alter ego avec lequel je vais pouvoir faire une union, faire un accord, ou bien entrer en conflit. Et là, de nouveau, ce que Kubrick met en scène, c'est un conflit, et comme vous venez de le dire, avec la mort technologique de l'ordinateur. Et puis, ce troisième, dans un troisième temps, un troisième chapitre, avec cette fin évidemment fort étrange, où l'on se retrouve face à soi-même, quelque part, dans ces scènes que j'ai jamais vraiment bien compris, mais je crois que c'est à chacun de leur donner une interprétation, où on se trouve donc face à soi-même, et il s'agit, j'allais dire, peut-être de se réconcilier, s'il fallait aller jusque-là dans la problématique. Mais bon, en tout cas, ce film me fait toujours réfléchir à cette vieille question, parce qu'au fond, eh bien, l'existence humaine, l'existence de l'espèce humaine comme celle de notre vie individuelle, n'est-ce que ça ne relève pas effectivement à affronter, faire face à face à autrui, quel qu'il soit, l'autre animal, l'autre technologique, l'autre humain, et puis l'autre que nous sommes pour nous-mêmes, et d'y trouver la moins mauvaise des réponses, parce que c'est comme ça qu'on devient humain. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la question de l'intelligence que vous avez déjà commencé à évoquer, elle est centrale, parce que encore récemment, mais dans le cas dans lequel je suis aujourd'hui, nous causons des questions sur les autrui que sont les animaux. Est-ce que demain nous devrons étendre, disait un de mes interlocuteurs récents, est-ce que les dauphins seront des humains ou intégreront la communauté humaine? On parlera peut-être plus d'humains à ce moment-là, mais on voit bien que c'est encore et toujours la question d'autrui, des autrui qui me ressemblent de plus en plus. Est-ce que je vais en faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des alter ego, des autres moi-même, donc à la fois autres et en même temps moi-même? Et je pense que c'est une des questions qui se pose avec l'intelligence artificielle. On entend bien certains dire ils vont tellement nous ressembler qu'ils vont nous dépasser, ou qu'ils vont prendre notre place. C'est bien la question de la place que j'accorde à celui qui petit à petit me ressemble, et que je fabrique même pour qu'il me ressemble. Merci Jacques pour cette introduction au film. Et donc, vous parlez de l'autre, et notamment de l'autre informatique, donc je me tourne vers Raja. On a pas mal de petites citations dans ce film qui sont quand même intéressantes, surtout pour les années 60, notamment cette question, on corrige tout de suite, le présentateur télé, là au début, dit Hal est capable de reproduire les comportements humains, ou plutôt, certains diraient plutôt les imiter. Qu'est-ce que cette phrase vous évoque? Ce qu'il faut... c'est une vaste question, hein, mais les fondateurs de ce qu'ils ont appelé l'intelligence artificielle en 1956 ont émis une conjecture, et ils ont dit l'étude que nous allons faire, parce qu'ils imaginaient faire une étude de 2 mois, 10 personnes. Donc l'étude que nous voulons faire repose sur la conjecture que, alors je cite, que l'apprentissage ainsi que toute caractéristique de l'intelligence peuvent être décrites d'une manière tellement précise qu'une machine, entendez un ordinateur, peut être fait pour les simuler. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà décrite d'une manière tellement précise? En langage informatique, ça veut dire qu'on a écrit un algorithme. Un algorithme, c'est des instructions que l'ordinateur va exécuter. Donc,
leur conjecture, c'est que toute caractéristique de l'intelligence, et le mot apprentissage est le premier qui figure, peut être décrite d'une manière tellement précise qu'on peut la traduire en algorithme et donc qu'on peut faire une machine pour la simuler. Donc c'est cette question de simulation. C'est pas l'imitation, c'est la simulation. Et vraiment fondamentale parce qu'on a tendance à l'oublier. Ce qui se passe dans l'ordinateur et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui aussi, hein, c'est une forme de simulation de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence humaine. Mais ça n'a rien à voir, enfin, moi je pense, avec l'intelligence humaine. C'est-à-dire ce ne sont pas forcément les mêmes mécanismes, ce ne sont pas forcément les mêmes processus, mais il y a une simulation. Et donc, leur objectif, et c'est le programme de recherche fondateur de l'intelligence artificielle, c'est de dire, eh bien, on va essayer de trouver comment faire en sorte que les ordinateurs puissent utiliser le langage, puissent former des concepts, des abstractions, prendre des décisions et s'améliorer. Et faire toutes sortes de choses que les humains font. Et donc, on y est encore. Hein, c'est toujours le programme de recherche de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Et évidemment, l'apprentissage y joue un rôle extrêmement important. Mais l'apprentissage qui se passe dans la machine, même s'il ressemble à un certain nombre de processus qu'on a aussi découverts dans le cerveau, c'est-à-dire que les neurosciences sont mises en évidence, en particulier ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, en particulier le fait que des processus, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, simulent certaines façons de fonctionner du cortex visuel, c'est-à-dire l'interprétation des objets qu'on voit. C'est pas tout à fait non plus ce qui se passe dans le cerveau. Et en particulier, le grand pas franchi dans le film, c'est cette question de la conscience de laquelle on est tout à fait loin. On est tout à fait loin de la comprendre en neurosciences, on est tout à fait loin de la comprendre en intelligence artificielle. Et on peut élaborer sur cette question très longuement. Et moi, quand on parle d'intelligence artificielle et de comparaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, je dirais il faut déjà savoir ce que c'est que l'intelligence humaine. Effectivement, les neurosciences commencent à comprendre comment se forme une idée, qu'est-ce que c'est la conscience, le libre arbitre, des questions comme ça. Et on ne sait toujours pas exactement l'origine de tout ça. Et donc, tant qu'on ne sait pas ça, il est extrêmement difficile de pouvoir parler d'intelligence d'un objet technique ou de quelque chose comme ça. Donc, pour moi, effectivement, on arrive à reproduire l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais c'est quand même assez laborieux. C'est-à-dire qu'on entraîne une machine à reconnaître, le cas typique, c'est un chien d'un chat ou un chiffre. Ça n'est jamais que reconnaître des pixels et être capable de, si vous voulez, après avoir montré 10 000 images d'un chien et d'un chat, d'être capable d'en reconnaître un autre. Ce matin, lors de la conférence sur l'IA, on avait un intervenant qui nous disait « Oui, mais pour un enfant, ça prend beaucoup moins de temps. Hein. Vous lui mettez un minou, un toutou, et puis c'est terminé. Il emmagasine l'information. Et après, quand il en verra dans la rue, il l'aura reconnu tout de suite. » Donc, il y a encore un grand pas à franchir, et ce pas à franchir, on ne le connaît pas. Hein. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence humaine, ni la conscience, ni rien. Donc, effectivement, s'il y a un programme pour aller en avant, parce que c'est pas clair non plus si effectivement la technique n'arrivera pas un jour à quelque chose effectivement proche de la conscience humaine. Parce que comme on ne sait pas ce que c'est que la conscience humaine, alors selon votre opinion, vous pouvez très bien imaginer qu'on est réductible à un ensemble d'atomes, auquel cas on est des circuits électriques et on n'est pas loin d'un ordinateur très sophistiqué, ou alors vous pensez qu'il y a autre chose, et à ce moment-là, il est assez peu probable qu'un ordinateur y aille. Donc je dirais qu'il y a une question de foi et de science là-dedans, et je dirais que c'est pas tranché, et ça, c'est certainement pas près de l'être. Merci Dominique, merci Raja. Raja, vous avez parlé de la conscience, et donc ça me fait la transition vers une question que j'avais préparée, à la fois pour vous, Raja, votre spécialité intelligence artificielle, et vous, Jacques, où on est plutôt dans le monde de la philosophie. Il y a un philosophe et scientifique qui a dit cette grande phrase que nous aimons tous, « Je pense donc je suis ». Dans le cas de Hall, on a l'impression que c'est plutôt « Je vois donc je suis ».
Alors, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de voir? Et Jacques, qu'en pensez-vous? Peut-être Jacques, on peut commencer par vous? Oui, ça aurait été intéressant de poser cette question à Al. Es-tu Que penses-tu de cette phrase et surtout, es-tu enfin, as-tu alors on revient sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire quelle conscience a-t-il de lui-même? Je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question chez les animaux, mais nous savons bien que ce sont ce type de questions que l'on met en scène dans certaines expériences avec des animaux pour voir jusqu'à quel point ils peuvent dire « je ». Cogito ergo sum. On voit bien le ego. Est-ce qu'il y a un jeu qui peut apparaître? Et là, c'est la question centrale. Enfin, une des manières que nous abordons, que nous utilisons pour aborder cette question qui vient d'être évoquée à propos de la conscience et de l'intelligence. C'est intéressant, évidemment, de faire la distinction. Et en même temps, pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette question qui est en jeu et qui amène à prendre conscience de soi-même, nous les humains, c'est aussi dans la relation entre le je et le tu. La conscience de moi-même, elle naît aussi dans la confrontation que j'ai avec un autre qui m'est plus ou moins semblable. C'est intéressant que vous ayez parlé le petit enfant qui réussit à reconnaître un chien beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur. C'est parce qu'il a un semblable, en tout cas dans lequel il se retrouve, un parent ou un frère ou une sœur, qui lui montre quelque chose, qui lui explique quelque chose, et il va à la fois faire la même chose, dire la même chose que ce proche, que cet alter ego, et il va en même temps prendre conscience qu'il existe. Et ça, évidemment, Al, on le voit beaucoup à travers un œil, mais jusqu'à présent, je ne suis pas certain qu'il arrive à juste cette conscience de lui-même. On a surtout l'impression qu'il a conscience, entre guillemets, qu'il a une mission à remplir impérativement et qu'il n'existe que pour cette mission. D'où les choix, si je puis dire, en tout cas, c'est même pas des choix, mais c'est les actions qu'il prend qui sont totalement liées à la mission qu'on lui a donnée. Qu'un autre, complètement différent de lui, qui s'appelle un être humain ou une équipe de chercheurs lui a donné. Voilà les réflexions comme ça que votre question suscite en moi. Raja, vous voulez compléter? Je voudrais parler d'une méthode d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Alors, l'apprentissage par renforcement, c'est une méthode d'apprentissage qu'on peut formuler mathématiquement, mais qui est extrêmement simple à comprendre. Hein. C'est justement ce que on pense nous font tous les enfants quand ils apprennent quelque chose, et au début un peu maladroitement, et puis petit à petit, on apprend à mieux faire. Par exemple, le premier, appelons-le le premier homme, je ne sais pas, qui a utilisé l'outil. Donc, la première fois qu'il l'a pris, il l'a manipulé de manière un peu malade. Il cherchait à quoi ça pouvait servir. Hein. Il a frappé, et puis il a vu que ça pouvait faire bouger les autres ossements, que ça pouvait les casser, que ça pouvait... Et on voyait à ce moment-là son imagination, pendant qu'il cassait le crâne de l'animal, je ne sais plus quel animal c'est, un phacochère peut-être, je ne sais pas, il imaginait le tuer, et ensuite, effectivement, ils ont mis ça en œuvre. Et donc, au début, ces gestes étaient maladroits, et petit à petit, ces gestes se sont améliorés. C'est ça, le renforcement. Vous faites une action, et cette action, elle est au début maladroite, et puis vous allez donner une récompense aux mouvements qui vont vers l'objectif, et vous allez donner une punition, c'est les termes qu'on utilise, aux gestes qui sont maladroits, ceux qui n'aboutissent pas à l'objectif. Et petit à petit, il y a un processus d'optimisation, et cette optimisation se passe de manière à renforcer donc les actions les plus performantes, et c'est comme ça qu'on devient adroit. On apprend à écrire comme ça, on apprend à jouer au tennis comme ça, on apprend peut-être aussi à réfléchir comme ça. D'une certaine façon, l'accoutumance, qui est liée à un signal dans le cerveau, hein, il y a une molécule, la dopamine, qui vient
renforcer les actions qui apportent du plaisir. Et donc, on renforce aussi de cette manière-là. Alors, cet apprentissage par renforcement, donc, on a vu comment il a permis à l'intelligence humaine balbutiante à évoluer. Il a sans doute été utilisé aussi pour apprendre à HAL à faire des choses. Et on l'utilise pour les robots, aussi, par exemple, pour prendre un objet. Là, moi, je prends un objet, je le manipule facilement, mais un robot qui perçoit cet objet pour la première fois, il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas savoir ce que c'est. Et même s'il perçoit 300 000 images de cet objet, il ne pourra jamais interpréter que c'est une bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire une bouteille? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel est l'intérêt de la bouteille? Donc pour cela, il faut interagir avec elle, il faut la manipuler. Il ne faut pas seulement la voir. Et c'est ce qui différencie justement l'enfant qui apprend à partir des chiens et des chats et qui ensuite très rapidement arrive à les reconnaître. C'est parce que il vit dans un environnement où il côtoie ces chiens et chats et il les parfois caresse ou pas, mais en tout cas il voit leur comportement. Et ça, c'est aussi la relation à l'autre, hein, quand on voit l'autre agir. Donc je ne sais pas manipuler cette bouteille. La première fois je vais faire ça, elle va tomber. Mais bon. Ensuite, je vais faire ça et je m'aperçois qu'elle peut bouger, que mon action a un effet sur elle. Et ça va améliorer, je ne vais pas taper à côté, ça va améliorer la manière dont je vais la prendre et je veux comprendre que je peux faire des choses avec elle. Et petit à petit, je vais peut-être comprendre que je peux boire ce qu'il y a dedans ou que je peux l'utiliser comme une arme. C'est un mécanisme extrêmement puissant, mathématiquement relativement bien défini, mais assez complexe, qui peut être assez complexe, et qui décrit finalement comment on peut s'améliorer. Mais il faut quand même une base. Et il faut que ce processus nous amène à nous améliorer donc notre comportement dans un objectif donné. Et pour finir, la fonction qui est optimisée quand je manipule cette bouteille, c'est une fonction que moi, être humain, je découvre, je me suis donné. Pour HAL, on lui a donné comme mission d'aller vers le monolithe. Et les humains qui étaient à bord ne savaient pas cela. Sa mission à lui, c'était atteindre le monolithe. Sa mission à lui, ce n'était pas préserver les humains. Ça, c'est une mission annexe. Et quand les humains sont devenus un obstacle à l'accomplissement de la mission, il les a éliminés. Parce que quand on programme, quand on inculque à un système, à un ordinateur, un objectif, on n'est pas capable de décrire tous les éléments, tout le contexte dans lequel cette mission pourra être effectuée. Forcément, ça va être moins que tous les éléments qui pourraient influencer la mise en œuvre de la mission. Et donc, l'ordinateur va faire des choses qu'on ne souhaitait pas qu'il fasse. Il y a une différence entre ce qu'on veut qu'il fasse et ce qu'on lui exprime qu'il doit faire, parce qu'on ne va pas tout définir. Et là, c'est un sujet extrêmement intéressant, important, quand on fait de l'apprentissage avec les ordinateurs ou les robots, ou quand on décrit un objectif pour une fonction d'apprentissage. Le système ne va pas forcément faire exactement ce qu'on voulait, il va faire ce qu'on a décrit, et ce qu'on a décrit n'est qu'une partie de ce qu'on veut. Et donc, il y a un problème dans la manière dont l'évolution ou l'optimisation que va faire ce système pourrait ou non correspondre véritablement aux objectifs qu'on lui a donnés. Et là, la technique peut échapper à l'homme d'une certaine façon, parce qu'on ne l'a pas développé exactement comme on voulait, mais sans le savoir. Et justement, donc vous parlez en fait aussi des erreurs que peuvent faire ces machines, et vous nous avez envoyé quelques images qu'on peut regarder maintenant sur justement l'intelligence artificielle qui se trompe. Donc par exemple, je voudrais, pour construire une voiture à conduite automatisée, je voudrais lui faire apprendre les signaux routiers. Donc je lui montre les signes stop, les signes tourner à droite,
les signes vitesse limite 45, ça c'est des signes nord-américains, et je lui en montre de très nombreux, et l'apprentissage va consister pour le système, en fait, à détecter des alignements de pixels particuliers dans les images qui vont être récurrents, et il y a un mécanisme d'optimisation. On fait toujours de l'optimisation quand on construit des processus dits intelligents, enfin d'apprentissage. À la fin, le système va pouvoir, sur la base de cette statistique qu'il a effectuée sur les très, très grand nombre de données, va pouvoir détecter un nouveau signal qu'il n'a jamais vu, un nouveau panneau routier, qui est celui de 45 km/h ou de signe stop, etc. Donc, n'oubliez pas qu'on fait une statistique sur les pixels de l'image. On peut perturber les images, par exemple, en mettant quelques petits stickers sur les signaux routiers en question, et le système va faire une interprétation tout à fait différente. Le signe stop, par exemple, sera interprété comme vitesse limite 45. Ça, c'est dû au fait qu'il y a quelques alignements dans les images, disons, un peu trafiquées, qui ressemblent à vitesse limite 45, et c'est eux qui ont emporté, en quelque sorte, la décision. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, premièrement, que le système ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne fait que de la statistique, mais il n'a aucune signification, aucune sémantique de ce qu'il est en train de traiter. Et ça veut dire aussi que les alignements peuvent influencer le résultat, et donc il ne regarde pas, il ne comprend pas comme nous le ferions, qu'est-ce que c'est qu'un signe stop. Il ne voit que les alignements de pixels. Et nous sommes capables de faire une abstraction, de comprendre ce que c'est que le signe stop. Il a une signification pour nous, quand il n'a aucune signification pour lui. Dans les images de droite, si on change un tout petit peu la latitude d'un objet, alors nous, on s'intéresse à l'objet central, par exemple ici, ce bus de transport d'école, ou ce scooter, ou ce camion de pompier. Nous, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas du tout ce que voit le système. Il voit aussi des alignements de pixels. Et selon la disposition de l'objet, les alignements de pixels, et selon la base de données d'apprentissage, vont signifier scooter ou parachute, mais avec une très grande, enfin quasiment une certitude, avec une très grande précision du résultat. C'est-à-dire que le système se trompe, mais se trompe sûrement, d'une certaine façon. De nouveau, ça exprime quoi? Ça exprime que le système ne comprend pas ce qu'il voit. D'ailleurs, il est incapable de comprendre, par exemple, que le camion de pompier qui est en l'air, eh bien, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Et que quand il regarde l'image, ce n'est peut-être pas forcément l'objet d'intérêt pour nous que lui va utiliser, mais plutôt peut-être le paysage. Or, le paysage, vous voyez, c'est un peu du ciel et de la prairie. Ça ressemble aussi à peut-être là où on peut trouver des parachutes qui descendent, sans doute dans sa base de données. Donc, on peut trouver une explication comme ça. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est que le système ne comprend pas ce qu'il fait et ne s'appuie que sur des calculs statistiques qui sont possibles parce qu'on possède un très grand nombre de données, mais toujours sans données de signification. Et la signification, elle vient comment chez nous, chez les êtres humains? Ça, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on fait sens de ce qu'on voit? Le sujet est ouvert, mais bon, bien sûr, il y a des pistes. Oui, il y a un point qui est très intéressant dans ton exemple et dans ce que tu dis, c'est que, en fait, un ordinateur, il est en quelque sorte trop puissant. C'est-à-dire qu'en fait, sur une image, il va s'intéresser à toutes les pixels et il va en faire une analyse à partir de chaque pixel. Mais nous, quand on voit une affiche dans le métro, ce sont des pixels aussi. Mais quand il y a une photo de Brad Pitt, ou votre acteur préféré, moi c'est Brad Pitt, vous n'allez pas dire « Ah oui, c'est des pixels de couleur, et puis quand je recule, ça fait Brad Pitt. » Vous voyez Brad Pitt. Donc, quand vous lisez un texte, vous voyez le début des mots, et en fait, vous pouvez anticiper sur la structure du mot simplement en lisant le début, et en comprenant le sens des phrases, votre cerveau va anticiper. Donc l'être humain, on pourrait dire que son intelligence, d'une certaine façon, c'est sa capacité à ne pas tenir compte de toute l'information. C'est que son cerveau va lui-même fabriquer ce qui manque, et ça, on le fait tout le temps. Par exemple, quand vous êtes exercé à une activité
et vous la faites très très souvent, très longtemps, vous n'y réfléchissez plus. Vous avez des circuits qui se mettent en place et qui vont être du domaine plutôt de l'intuition, de l'instinct, plutôt que une analyse de tous les faits. Donc, un ordinateur, il n'est pas capable de faire autre chose que d'analyser tout. Effectivement, si on met un post-it où on brouille un peu avec l'ordre de même, je crois, 0,07% des pixels, on arrive à complètement fausser le message. Un être humain, sauf si on dégueulasse vraiment le panneau stop, il est encore capable de le voir. Vraiment, il faut aller très loin pour qu'on soit plus capable de le voir. En plus, il y a un camion de policiers juste à côté. Donc, vous voyez que le cerveau est capable de créer du sens à partir des morceaux sans être obligé d'analyser tout. Et il semble que derrière ça, il y ait quand même quelque chose qui soit inhérent à l'être humain, sa capacité d'anticiper, d'analyser, de court-circuiter, d'intuiter, qu'on n'a jamais vu chez un ordinateur qui, lui, calcule. Il ne sait que calculer, et nous, on sait aussi que calculer, mais notre calcul est beaucoup plus subtil. De nouveau, un enfant qui voit un chien ou un chat, il ne va pas faire une analyse pixel par pixel. Il a une idée vague de ce que c'est, mais à la fois très précise, parce qu'il s'intéresse au concept de chien, au concept de chat, pas à toute la structure pixelisée du chat. Merci Raja, merci Dominique. Avant de passer aux questions que vous voudrez nous poser, j'en avais une dernière, Jacques, je me tourne vers vous parce que je ne peux pas m'empêcher de la poser, même si elle est un peu taquine. En tant qu'expert éthique au CNES, moi j'ai envie de vous demander, alors demain le CNES trouve un monolithe sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas une question taquine, c'est une question tout à fait sérieuse et même, j'allais dire, même si pour moi il est au milieu de la nuit, j'essaie de la prendre au sérieux. Bon, si demain nous trouvons un monolithe sur la Lune, je pense que nous commençons par faire ce qui s'est implicitement passé dans le cadre de ce film, c'est-à-dire que la question qui relève de quelques individus qui font une découverte devient déjà une question planétaire. Et nous devons, en tout cas nous, n'allons pas cacher cette découverte et nous allons devoir la poser à tous et entreprendre, alors sous une forme ou une autre, eh bien, ce qui est quand même le propre de l'humain, c'est-à-dire de nous laisser emporter par notre curiosité, de se demander mais c'est quoi ? Et je pense que beaucoup d'humains se poseraient cette question et beaucoup d'entre eux aussi diraient mais il faut en savoir plus. Et de là, de faire marcher quelque chose auquel je pensais et que l'un d'entre vous vient de citer, faire marcher notre imagination. Et donc, là, de faire démarrer notre capacité à explorer. Hal n'est pas un explorateur. Il est un outil auquel on a confié une mission d'explorer. Mais il n'a pas en lui, je ne crois pas en tout cas de ce que vous me décrivez, il n'a pas en lui la flamme ou l'enthousiasme à se dire, voilà, on a découvert un monolithe, et nous avons envie d'en savoir plus sur ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il signifie, pour reprendre un sujet sur lequel nous venons de tourner, ou avec lequel nous nous sommes attelés. Et donc, le CNES, si demain nous trouvions un monolithe, j'en suis persuadé, en tout cas, beaucoup d'entre nous seraient tout à fait prêts à relever leurs manches et à dire nous devons en savoir plus. Une fois encore, je crois que ce désir d'explorer, ce désir de connaissance, je ne sais pas si c'est le propre d'une intelligence artificielle, mais c'est le propre de l'humain. Eh bien, en tout cas, vous ne nous le cachez pas alors. Bien, on a le temps de prendre quelques questions. Alors, on n'a pas de micro à passer, donc parlez fort et faites des questions courtes. Allez-y au fond. Alors, comment apprend-on à l'ordinateur ? Bon, je vais prendre l'exemple de la bouteille. Donc, je veux apprendre à un robot, cette main, à prendre la bouteille. Cette main, c'est quoi ? C'est des articulations. C'est des articulations que je peux commander. Donc, j'ai 5 doigts, là, par exemple, et je peux commander ces 5 doigts, je peux les ouvrir, je peux les fermer, un à un, ensemble, etc. Donc, au début, je ne sais rien. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de prendre la bouteille. Donc, au début, le robot va faire des gestes un peu au hasard. Et ces gestes au hasard, ils ne vont aboutir à rien, parce qu'ils ne touchent pas la bouteille même, d'accord ? Et puis, en le bougeant un tout petit peu, il va toucher la bouteille. Ah, donc maintenant, j'ai un signal de renforcement positif
j'ai un signal de renforcement positif parce que j'ai touché la bouteille. C'est déjà le premier pas. Donc, le fait de se positionner ici à côté plutôt que là est quelque chose qui va être renforcé. On va se positionner là dorénavant. Et ensuite, on va toucher la bouteille. Est-ce que je l'ai prise? Non. Je vais essayer un deuxième doigt tout seul, puis un troisième tout seul, et puis je vais en essayer deux. Et je vais toujours pas la prendre. Et je vais de nouveau essayer, et puis jusqu'au moment où j'essayais le pouce en même temps que le premier doigt. Et là, je la prends. Ah, elle glisse. Et je vais maintenant toujours renforcer les mouvements. Donc maintenant, il faut que je fasse ça, mais il faut peut-être que je fasse ça avec deux doigts. Enfin, peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand je l'ai fait par hasard et que ça m'a permis effectivement de me rapprocher de mon objectif, eh bien, je vais le répéter. Et ainsi de suite. Non. Le programme en question, qu'est-ce qu'il fait? On va utiliser la notion de récompense et de punition, si vous voulez. Ce sont des chiffres. Un chiffre positif, par exemple, plus 1, c'est une récompense. Plus 2, c'est une récompense plus forte. 0, c'est pas de récompense ni de punition. Moins 1, c'est une punition. Et moins 3, c'est une punition plus forte. Donc, faut pas le refaire. Et donc, c'est ça c'est mon algorithme. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand je touche, il va donner plus 1. Parce que ce n'est pas encore ce qu'il faut. Mais quand je prends, il va donner plus 2. Et ces plus 2, ce plus 1, etc., s'accumulent au fur et à mesure que j'essaye des mouvements différents jusqu'à atteindre l'objectif, c'est-à-dire trouver le geste qui va obtenir le maximum de récompense. En fait, c'est quelque chose d'itératif. Petit à petit, la somme des récompenses n'arrête pas d'augmenter quand je me rapproche du but, et c'est ça qui guide l'algorithme. C'est pas l'être humain. L'être humain a fait un programme qui, quand tu touches, quand il y a contact, eh bien, ajoute plus 1. Quand il n'y a pas contact, retranche 1, etc. C'est ça le programme de base, si vous voulez, très sommairement. Et on avait une question là devant. Du coup, algorithme, c'est une récompense. C'est-à-dire que c'est une informatisation qui va déterminer voilà, qu'est-ce qui va rapporter une récompense. C'est pas l'ordinateur qui va se dire. Le programmeur n'intervient pas à chaque étape. Lui, il va faire un programme qui va définir effectivement à quelle action, à quel signal il faut accorder une récompense et à quel signal il ne faut pas accorder de récompense. Ça dépend de l'objectif qu'il veut atteindre. Alors, bon, il y a deux questions, si elles sont courtes. Très court, c'est deux réflexions. Il y a une réflexion qui m'a beaucoup surpris dans le tous, que vous estimez que l'ordinateur peut tromper. Juste un point, parce que vous évoquez le livre. La fin du livre n'est pas exactement la même que la fin du film, puisque dans la fin du livre, quand le fœtus revient, en fait, il y a des satellites nucléaires autour de la Terre qui ont des bombes nucléaires, et il les fait détonner. Il les fait exploser. Donc, on revient à la question de la technique et de sortir de la technique. Et Kubrick n'a pas voulu le faire parce que ça rappelait trop Dr Folamour. Et donc, il a pas mis ça dans le film. Mais Clark l'avait mis. Est-ce qu'il n'y a pas certaines limites à ne pas dépasser? Ça a été dit dans le film parce qu'ils ont posé la question est-ce qu'il ressent vraiment? Et il a dit, Bowman, je pense, il a dit je ne sais pas. Enfin, c'est de la simulation. C'est-à-dire que si on décide que les sentiments, c'est un mélange de 6 paramètres, un paramètre que je vais appeler colère, un paramètre que je vais appeler joie, un paramètre que je vais appeler surprise, etc. Et donc, j'accorde des chiffres à ces paramètres et je les mélange avec plus de joie, plus de colère, etc. Et je traduis ça dans le comportement ou dans le langage ou dans l'intonation de l'ordinateur par des intonations qui sont semblables chez les êtres humains quand ils sont joyeux, etc. Eh bien, vous avez un programme qui simule des sentiments ou des émotions. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'ordinateur les ressent, mais il les simule.
Et à partir du moment où il les simule, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous projetons notre humanité sur lui. Nous anthropomorphisons très facilement n'importe quel objet dès lors qu'il a un comportement qui ressemble à celui d'un être vivant ou à un humain. Et donc, finalement, nous allons, d'une certaine façon, avoir un peu d'empathie vis-à-vis de l'ordinateur parce qu'il exprime des choses qui ressemblent à des sentiments, alors que, bien sûr, il ne ressent rien. On est bien d'accord. Et l'autonomie, ça c'est une vaste question. Nous, on utilise le terme autonomie pour dire que le système fonctionne sans intervention humaine une fois qu'il a été programmé ou une fois qu'on lui a fait apprendre. Donc c'est une autonomie très limitée. Ce n'est pas l'autonomie au sens qu'il décide lui-même de ses objectifs et de ses actions. Et ça, en fait, aucune machine, aucun ordinateur ne décide de lui-même, appelons-le ça libre arbitre, ne décide de lui-même de ses objectifs. Les objectifs, on lui donne. Après, il faut lui donner correctement. Bien. On arrive au terme, sauf si éventuellement, Jacques, vous voulez peut-être commenter sur ce que vous avez entendu. En vous écoutant ou en nous écoutant, et pour non pas boucler la boucle, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, évidemment, tout ce que nous pouvons développer grâce à notre propre intelligence humaine face à celle d'un ordinateur, des ordinateurs que nous fabriquons, ou bien des animaux que nous côtoyons. J'ai eu en permanence, en vous écoutant, en tête quelque part, et ces autres êtres vivants qui peuplent cette planète et qui ont aussi des formes de conscience, d'intelligence, auxquelles nous apprenons des choses avec des phénomènes aussi de récompense ou de punition. Il y a des tas de choses qui se ressemblent beaucoup. Tout ça, je trouve, nous conduit toujours à ce que vous lanciez tout à l'heure en rappelant je pense donc je suis. C'est aussi qu'est-ce qui fait dans ce que nous vivons qui nous permet de dire je suis. Donc je pense, j'imagine, je ressens, je compatis, je crée. Et finalement, à travers une de nos créations qui s'appelle des ordinateurs, nous ne faisons que poursuivre cette chose tellement extraordinaire, c'est de découvrir et de devenir ce que nous sommes. Et ça interroge évidemment plus que les philosophes, ça interroge chacun d'entre nous. Donc merci à Kubrick et à Clarke de nous avoir offert une si belle fable sur notre propre humanité en devenir. De ce point de vue-là, je comprends que ce film soit un vrai mythe, enfin soit vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma. C'est un chef-d'œuvre tellement philosophique. Merci Jacques pour ce mot de la fin. On se retrouve le 15 décembre, pour ceux qui le veulent, pour le film Fireball, et ce sera la dernière séance Univers Convergent. Et puis, vous trois, Dominique, Raja et Jacques, on peut vous applaudir. Merci à vous.